Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage approfondi. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans l'un des événements les plus discutés de l'écosystème Solana, le fameux airdrop du jeton Solstice. C'est vraiment un cas d'école fascinant sur la mécanique des lancements, les énormes attentes des communautés et bien les dures réalités du marché. Et pour rester totalement fidèle aux sources originales, toute cette analyse se fera en français. On va décortiquer étape par étape de manière super objective ce qui a coincé et ce que les données montrent réellement. Alors, voici notre plan de route pour aujourd'hui. Premièrement, on abordera le lancement très attendu. Ensuite, on parlera de la fameuse surprise de l'acquisition, ou le vesting. En 3, on reviendra sur la controverse de l'enregistrement. Et enfin, en 4, on analysera le paradoxe d'une TVL très élevée face à un prix en baisse. Allez, c'est parti. On commence donc avec notre première section, le lancement très attendu. Remettons un peu de contexte sur cette fameuse journée du 25 mai. Pour bien comprendre l'engouement, il faut d'abord savoir ce qu'est Solstice. En gros, c'est un émetteur de stablecoin natif sur Solana, couplé à un protocole de rendement delta neutre. Le lancement de leur jeton, le fameux dollar SLX, n'est pas sorti de nulle part. C'était l'aboutissement d'une campagne de points de longue haleine baptisée Flares. On parle de milliers de participants qui ont passé des mois à interagir avec le protocole pour accumuler des points. Forcément, ça a créé une attente absolument monumentale. Mais regardons concrètement comment la journée du lancement s'est déroulée, car la chronologie est hyper importante ici. Le jeton dollar SLX est d'abord apparu sur la plateforme Binance Alpha. Ensuite, silence radio pendant environ 1 heure avant que Solstice n'ouvre son propre portail pour permettre à sa communauté de réclamer ses jetons. Ce n'est qu'après que d'autres bourses comme Kraken, Gate, OKX ou BitGet ont suivi. Et c'est précisément ce décalage d'1 heure entre la liquidité sur Binance et l'accès pour la communauté qui a mis le feu aux poudres. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Quelqu'un a d'ailleurs résumé la situation avec pas mal de sarcasme, je cite « Super, Binance Alpha vend en premier avant la communauté AA ». C'est un sentiment d'injustice très courant dans la finance décentralisée. En fait, c'est l'impression amère que les traders des plateformes centralisées ont eu un avantage déloyal en pouvant vendre avant les utilisateurs historiques du projet. C'est vrai qu'une cotation Binance offre une visibilité mondiale incroyable, mais ce petit écart de timing a instantanément plombé l'ambiance. Ce qui nous amène à notre deuxième point critique, la surprise de l'acquisition. C'est là qu'on passe d'une simple friction de lancement à un vrai changement des règles du jeu. Ça illustre parfaitement le cœur du problème. Si on regarde les communications d'avril, Solstice disait noir sur blanc que, je cite, « La plupart des cohortes reçoivent 100% de leur SLX au moment de la demande. » Tout le monde s'attendait donc à avoir ces jetons d'un coup. Sauf qu'en mai, au moment du lancement, la documentation avait changé. Elle stipulait désormais que l'acquisition des droits est proportionnelle à la taille de l'allocation. En d'autres termes, au lieu d'avoir des jetons liquides, énormément de participants se sont retrouvés avec un déblocage progressif, ce qu'on appelle un vesting, une sacrée différence avec ce qui était prévu. Forcément, la communauté a eu l'impression d'être prise au piège. Ce message d'un utilisateur sur les réseaux résume super bien la colère ambiante. Il y a un mois, l'équipe a déclaré que la plupart des cohortes recevaient 100% de leur SLX au moment de la réclamation, alors qu'aujourd'hui sur Discord, c'est la plupart, si ce n'est la totalité, ont des droits acquis. C'est perçu comme un changement de cap radical à la dernière seconde, surtout qu'il y a eu des rumeurs selon lesquelles l'interface du portail de réclamation aurait été modifiée juste avant le jour J. Bref, une grosse rupture de confiance. Et pour rajouter une couche de complexité et de frustration, un détail très technique a fait surface. Pas mal d'utilisateurs ont remarqué que les calculs pour les jetons débloqués immédiatement ne s'appliquaient qu'aux allocations standards. Toutes les allocations bonus, celles que beaucoup s'étaient donné un mal fou à obtenir, étaient totalement ignorées dans ce calcul. C'est exactement le genre de petits détails techniques qui transforment une déception en vraie colère. Allez, on passe à notre troisième section, la controverse de l'enregistrement. En fait, pour bien comprendre la colère du lancement, il faut faire un petit saut dans le temps et revenir en avril, sur un terrain déjà bien glissant. Tout tourne autour de ce chiffre, 0,075 sol. À l'époque, pour simplement avoir le droit de participer à l'airdrop, Solstice a imposé un système d'inscription via un partenaire nommé Click. Le souci, il y avait une fenêtre extrêmement courte de seulement 7 jours pour lier son portefeuille, confirmer son éligibilité et surtout, payer ses fameux frais d'inscription. Et parlons-en de ces frais. Individuellement, ça semble peu, mais à l'échelle du protocole, c'est gigantesque. Les observateurs ont rapidement fait le calcul. Si tous les portefeuilles éligibles allaient au bout du processus, le partenaire Click pouvait empocher jusqu'à 9,2 millions de dollars, juste en frais d'enregistrement. Pas étonnant que beaucoup aient eu l'impression d'être des véritables vaches à lait, surtout après avoir passé des mois à générer de l'activité gratuitement pour le protocole. Derrière ces chiffres, il y a des vraies personnes, et ce témoignage est particulièrement parlant. RIP, mes fusées de 20 mètres. Première ferme digne de ce nom et j'ai raté le coche parce que je ne me suis pas inscrit. Je ne l'ai pas vu. Voilà.
Un utilisateur qui accumule 20 millions de points et qui perd littéralement tout parce qu'il a raté une annonce dans une fenêtre de 7 jours. Dans un univers Web3 qui tourne 24 heures sur 24, une échéance aussi courte laisse forcément des gens honnêtes sur la touche. Et donc, le point crucial, c'est ce pourcentage complètement hallucinant, 99,68%. C'est la proportion écrasante de participants qui, même après avoir payé les frais et passé les étapes d'enregistrement, se sont retrouvés relégués dans la toute dernière catégorie d'allocation, la plus basse possible. Visuellement, le déséquilibre est frappant. Sur la totalité des fonds réservés à l'airdrop, la grande partie de la communauté s'est battue pour se partager une minuscule part de 0,49%. Bien sûr, pour rester tout à fait objectif, il faut mentionner la défense de Solstice. L'équipe a expliqué que ces règles strictes étaient absolument nécessaires pour éliminer les attaques dites civiles, c'est-à-dire les petits malins qui créent des centaines de faux comptes, et pour récompenser ceux qui s'engagent sur le long terme. C'est toujours un numéro d'équilibriste hyper délicat en DeFi. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière partie, TVL élevé, prix en baisse. C'est le moment de se pencher sur les données pures du marché et on va voir que c'est un paradoxe fascinant. Regardons comment tout ça se traduit concrètement sur la valeur totale verrouillée, la fameuse TVL, selon les données de Defilama. C'est là que ça devient dingue. Malgré toute la colère et les plaintes sur les réseaux sociaux, l'argent, lui, a continué d'affluer. On est passé de 361 millions de dollars mi-avril à carrément 403 millions la veille du lancement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que malgré le bruit, une grande partie des apporteurs de capitaux a continué à faire confiance au protocole. Mais attention, l'histoire est très différente quand on regarde le prix du jeton. Selon CoinGecko, le SLX a été lancé à environ 0,355 $, ce qui lui donnait une valorisation globale d'environ 350 millions de dollars. Sauf qu'en l'espace de quelques heures, boum, le prix a été divisé par 2 pour tomber autour de 0,184 $. Cette chute brutale, c'est la traduction directe de la pression vendeuse et de la déception immédiate d'une partie du marché dès l'ouverture des vannes. Cela dit, pour garder une analyse totalement équilibrée, il faut préciser que l'ambiance n'était pas entièrement catastrophique. Certaines personnes ont rapporté que, même avec un prix en baisse et des jetons bloqués par le vesting, cet airdrop leur a quand même permis de renflouer des pertes passées sur d'autres protocoles. Donc oui, il y a quand même eu une vraie création de valeur pour une partie des participants. Alors, pour conclure notre décryptage, ça soulève une question fondamentale pour l'avenir. Le succès financier d'un protocole et la solidité de sa TVL justifient-ils la frustration de sa communauté lors d'un airdrop? Faut-il privilégier une sécurité anti-civile drastique au risque de braquer ses propres utilisateurs? C'est le grand défi que tous les futurs projets DeFi devront relever. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite pour de nouveaux décryptages.